une table ronde que beaucoup attendent et qui est consacrée au microbiome et à la santé des végétaux. J'accueille donc autour de la table mes trois invités. On va commencer par vous, Flora Limache, responsable des affaires techniques et réglementaires d'IBMA France. IBMA, c'est, dites-le nous. Oui, bonjour à tous. IBMA, c'est l'Association française des entreprises de produits de biocontrôle, donc qui vise à promouvoir et défendre ces produits auprès des pouvoirs publics et des acteurs du monde professionnel. À votre droite, bonjour, bienvenue. Bonjour. À votre droite, Christophe Mougel. Donc vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, au département santé des plantes environnement, et adjoint à la chef de département, c'est ça? C'est ça, oui. Bonjour tout le monde. Bienvenue, merci de votre présence. Et à ma gauche, Claude Momnet, ingénieur à Arvalis. Presque ingénieur à Arvalis? Ex-ingénieur Arvalis, comment on dit? Je suis jeune retraité, mais j'ai quitté Arvalis depuis quelques semaines. Quelques semaines seulement, voilà, donc encore complètement dans le travail. Bienvenue. Alors vous avez largement travaillé sur les alternatives aux produits phytosanitaires pendant votre carrière et vous l'avez terminé il y a quelques semaines donc comme chargé de mission sur l'immunité végétale. C'est bien ça? Absolument. Bonjour à tous. Bienvenue, merci d'être là. Nous allons nous pencher donc sur le microbiome. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce microbiome? C'est quoi cette définition? Sa définition. Claude Momnet, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que c'est que le microbiome? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une définition officielle du microbiome, mais disons que dans le microbiome, il y a micro, petit, et puis bio, vivant, donc ce qui est petit et vivant. Après, quand on parle de microbiome, donc on parle de micro-organismes, et de micro-organismes vivants, donc ça peut faire penser à des bactéries, des virus, des champignons, mais aussi des archées, on en parle moins souvent. Et puis on parle de microbiome, mais on parle aussi de microbiote, donc il est aussi intéressant de faire la nuance. Donc quand on parle de microbiome, on parle à la fois de ces populations de micro-organismes, mais aussi de leur génome, des métabolites, de la niche écologique dans laquelle ils vivent. Alors quand on parle de microbiote, on parle uniquement des micro-organismes en question. Merci. Christophe Mougel, un petit complément sur cette définition? Oui, on peut faire un petit complément d'un point de vue, on va dire, plus écologique. C'est-à-dire que si on a beaucoup étudié les espèces constituant le microbiome, entraînent différentes populations, la dimension microbiote, en fait, augmente un peu le prisme d'observation et d'organisation de ce vivant. Donc on est vraiment à l'échelle des communautés d'organismes, donc comme les communautés d'organismes vivants, et qui définit donc des acteurs qui sont réellement en interaction et qui vont contribuer en interagissant avec le milieu ou avec d'autres organismes vivants comme les plantes par exemple, à façonner un certain nombre de choses. Merci. Alors c'est un sujet qui vient sur le devant de la scène, dont on parle beaucoup. Malgré tout, j'ai l'impression aussi que c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Claude Momnet, la vie du sol, la flore du sol, c'est des choses qui sont étudiées de longue date. Alors c'est vrai qu'on parlait, le mot est nouveau, microbiome, mais on parlait de microflore. J'ai commencé ma carrière il y a quelques années et on travaillait en boîte de pétri, les champignons, et on parlait de microflore du sol, donc avec les outils de pathologistes de ceux d'il y a 30 ou 40 ans. Et donc aujourd'hui on parle de microbiome et effectivement il y a une envolée en termes de production scientifique sur ce sujet-là. Alors c'est pas seulement un changement de vocabulaire, c'est lié à mon sens à deux choses. Un, aux outils, c'est-à-dire que les outils qu'on avait autrefois pour cultiver des bactéries ou des champignons ont considérablement évolué. On a aussi maintenant aujourd'hui des outils moléculaires, les omiques, on va dire. On a du séquençage à haut débit, donc alors, peut-être que Christophe en parlerait plus savamment que moi, mais donc on parle de génomique, de métabolomique, de transcriptomique, etc. Donc, d'où des outils qui permettent de mieux caractériser ces populations, ces communautés, et leur fonctionnement, leur interaction entre elles. Et puis la deuxième idée, c'est qu'on a toujours pensé à plus ou moins la nature en termes
d'interactions négatives entre les espèces, un prédateur, un parasite, une compétition pour l'espace, pour l'alimentation. Donc aujourd'hui, on pense plutôt à la nature aussi en termes d'interactions positives, parce qu'elles existent. Et donc l'idée, c'est de mieux comprendre ces communautés bactériennes ou ces communautés de micro-organismes pour valoriser ces interactions positives. Alors on parle de coopération dans une même espèce, mais de mutualisme. Donc on a des relations entre les plantes et ces micro-organismes qui peuvent profiter à la plante pour sa nutrition, pour son développement, pour sa croissance, mais aussi pour sa santé. Christophe Mougel, un petit complément et peut-être aussi nous caractériser, c'est quoi cette vie du sol? Ça représente quoi en fait? J'ai l'impression qu'on parle d'une infinité ou quasiment une infinité d'organismes là. Oui, alors comme le disait Claude, en fait, historiquement, on était essentiellement sur les approches dites cultivables, c'est-à-dire qu'on avait besoin, parce que c'est des organismes qui sont microscopiques, qu'on ne voit pas à l'œil nu, contrairement à une plante ou à un animal qu'on va pouvoir visualiser, décrire, observer, caractériser, phénotyper. Comme on est sur des choses qui sont dans l'infiniment petit, on a donc des obligations finalement de les mettre en culture, et donc c'est toutes les approches, alors historiques, Pasteur, je pense que ça parle à tout le monde, mais donc la capacité de cultiver ces micro-organismes pour ensuite mieux les caractériser, les analyser, réaliser des expérimentations. Et effectivement, l'avènement en fait des outils moléculaires ont permis aujourd'hui finalement de révolutionner notre capacité à les observer, à les analyser, et donc à mieux prendre en compte ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils sont capables en fait de produire comme terme d'activité ou de contribution à des phénotypes étendus ou autres avec des hôtes. Et donc ça a vraiment été une révolution importante. Et ce qui est important de rajouter, Claude l'a dit, c'est que on a été longtemps dans le passé capable de les décrire, donc de décrire cette immensité d'espèces en interaction. On parle de plusieurs milliers d'espèces en interaction dans un gramme de sol, donc des quantités de diversité génomique infraspécifique énormes. Et là, donc la seconde révolution, là où on arrive aujourd'hui en termes de recherche, c'est qu'on arrive de mieux en mieux à comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent dans l'environnement, dans leurs écosystèmes. Et donc ça ouvre de nouvelles pistes en termes d'application ou en termes de recherche, pour pas seulement décrire et corréler en fait ce qu'on voit, mais aussi de comprendre réellement ce qu'ils sont capables de faire. Il y a une vraie envolée en termes de publication, puisque quand on fait un peu de bibliométrie avec des outils type Web of Science pour mesurer un peu ce qui se produit en termes de référence, en l'espace de 2 ans, on a quasiment doublé le nombre de publications. Donc il y a vraiment un sujet qui porte la communauté scientifique, donc une vraie aventure scientifique qui est en train de démarrer. Et donc ce microbiome, ces micro-organismes potentiellement peuvent devenir des alliés de nos plantes cultivées, et c'est bien sûr pour cela qu'on est là ici et qu'on en parle aujourd'hui. J'ai cru comprendre que les plantes savaient sélectionner le microbiome qui les environne. C'est vrai ça? Alors effectivement, Claude l'a précisé, alors, deux points importants. C'est important qu'on parle de santé des plantes et on ne parle plus de protection des plantes. Donc on repositionne vraiment ce microbiome comme étant un acteur majeur finalement de la capacité à interagir avec la plante et de pouvoir contribuer finalement à sa performance globale en termes de croissance, développement ou de santé si on parle d'immunité. Et effectivement, ce qui est intéressant, alors l'effet rhizosphère, si on parle dans ce qui se passe dans le sol, c'est quelque chose qui est assez vieux. C'est Hiltner, un chercheur allemand, 1904, qui a décrit le premier cet effet rhizosphère. Alors sur des populations symbiotiques, c'était les rhizobiomes et les légumineuses à l'époque, mais qui est toujours des sujets d'actualité quand on re-questionne la question des légumineuses dans les productions agricoles, par exemple. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, la plante, c'est un organisme autotrophe qui est capable, par la photosynthèse, finalement, de fixer ce carbone. Et donc, dans le contexte changement climatique, c'est un sujet qui est aussi d'actualité. Et finalement, une partie de ce carbone va être allouée au niveau du système racinaire et va être libérée, finalement, dans l'environnement sol. Et ces nutriments qui vont être libérés vont servir à la fois vont être métabolisés en fait par ces bactéries, ces champignons qui sont présents naturellement dans le sol, et donc vont être finalement recrutés, sélectionnés au niveau donc des habitats ou des organes de la plante. Donc ça c'est l'historique, cet effet rhizosphère au niveau du compartiment racinaire, donc quelque chose d'important en termes de nutrition si on parle des symbiotes rhizobium ou mycorhizes sur la nutrition phosphatée par exemple. Et on se rend compte maintenant avec ces développements d'outils que finalement ces communautés de micro-organismes, on va les retrouver pratiquement sur tous les tissus, sur tous les organes de la plante, sur la partie aérienne, sur les graines, sur les fleurs, et que donc il y a vraiment des questions de recherche autour de comment finalement la plante va recruter, sélectionner, pas uniquement finalement sur des relations trophiques, mais aussi avec de la signalétique. Et donc ça, d'un point de vue écologique, ça questionne finalement sur la capacité de ces macro-organismes à pouvoir recruter de manière plus ou moins sélective des micro-organismes. Alors,
Claude l'a dit, hein, on a longtemps étudié les mauvais, les pathogènes, les parasites, et maintenant il y a un pan de recherche en disant il y a toute une fraction qu'on découvre qui a des effets plutôt bénéfiques sur la plante, et c'est ça qui fait qu'il y a un nouveau champ d'investigation et de recherche. Claude Momnet, un petit complément sur cette question ? Juste pour fixer un peu les idées, on estime par rapport à ces assimilats carbonés qui sont relargués par la plante, on estime qu'il y a 20% du carbone qui est photosynthétisé, enfin de ces assimilats produits par la plante qui sont redistribués par les racines. C'est-à-dire que si la plante produit 100, elle va en libérer 100 pour nourrir ces communautés microbiennes qui sont dans son environnement. Donc c'est loin d'être neutre, puisque finalement ces micro-organismes du sol, ils sont pas autonomes, donc ils ont besoin de la plante, mais la plante va faire aussi en sorte que ces communautés lui apportent un service. Et puis ça va même plus loin, puisque avec la coévolution des plantes et des micro-organismes, les plantes ont accepté qu'un certain nombre de micro-organismes pénètrent à l'intérieur de la plante, donc elle les nourrit directement, mais aussi elle les protège, et que ces organismes peuvent être parasites, mais ils peuvent aussi apporter des services à la plante, si on parle des endophytes. Dans la même logique que notre flore intestinale à nous, par exemple ? Tout à fait. Quand on parle de microbiote ou de microbiome, on parle aussi de notre microbiome intestinal. C'est le même concept sur la peau, dans la bouche, etc. Donc avec une interaction avec la santé de la même manière. Alors, si une plante, prenons le blé comme exemple, est capable de recruter un microbiome favorable à sa santé, est-ce que finalement on n'est pas en train de remettre en cause la rotation des cultures et que, après tout, un blé sur blé, ça veut dire apporter de la santé à de la santé à de la santé ? Christophe Mougel, peut-être en premier ? Je pense que Claude en parlerait mieux, parce que sur le blé, Claude, Arvalis est bien sûr en premier, et je pense qu'il va certainement nous détailler un certain nombre de maladies. Alors, moi j'aurais une vision d'écologiste, qui est ma formation et mes activités de recherche, mais effectivement, d'un point de vue écologique, avoir quelque chose qui est relativement homogène, donc des monocultures, c'est pas très bon, parce qu'on va sélectionner certaines choses qui peuvent être plutôt négatives, on va épuiser les sols, et donc de régénérer ou de remettre de la biodiversité dans les agroécosystèmes, c'est plutôt quelque chose de bénéfique, et c'est un peu l'évolution qu'on voit aujourd'hui, de rediversifier les cultures, de jouer sur l'intercropping, c'est-à-dire des plantes de services, des plantes de campagne qui vont aussi contribuer ou promouvoir un certain nombre de services. Et donc pour le blé, mais je pense que Claude en parlera, un des effets majeurs de la monoculture, c'était les problématiques plutôt de santé, avec la question du piétin-échaudage, par exemple, qui est un exemple assez majeur par rapport à ça, où finalement, on se rend compte qu'effectivement, on peut sélectionner des populations pathogènes, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ces populations pathogènes vont aussi devenir minoritaires, parce qu'on va sélectionner aussi d'autres populations qui vont avoir des activités antagonistes. Mais Claude va peut-être détailler un peu plus cet aspect-là. Allons-y, Claude Momnet. Oui, alors sur le fond, en termes de allonger les rotations et favorable à la biodiversité, je pense que il y a un consensus autour de ça. Et puis globalement, plus on a de diversité, plus on a de fonctionnalité. Donc c'est mieux de préserver la diversité. Maintenant, les monocultures, parfois, peuvent être aussi d'intérêt pour étudier un objet d'étude et comprendre comment les communautés interagissent. Et dans le cas du piétin-échaudage, tout le monde sait que c'est la deuxième, la troisième année qu'on a des pertes de rendement les plus importantes et dû à un parasite, un champignon vasculaire, donc qui conduit à un échaudage et à des pertes de rendement significatives. Donc il y a une espèce de déclin du rendement dû à l'installation d'un parasite. Après cette phase de déclin, on a une phase de restauration. Donc on observe qu'en 4e, 5e année, on retrouve des rendements qui sont proches, sans être équivalents, mais proches de ceux d'un blé assolé, parce qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place. On parle de suppressivité des sols, on pourrait parler de résistance des sols. Donc les communautés microbiennes réagissent, se déplacent, et en faisant l'étude et l'analyse, on arrive à comprendre qui sont les agents responsables, les espèces responsables de cette résistance. Et on sait très bien que c'est d'ordre biologique, parce que quand on stérilise les sols, cette résistance disparaît. Et donc on a identifié des pseudomonas, un groupe de pseudomonas fluorescents, et donc ça peut être un levier pour du biocontrôle,
Mais ça peut être aussi, si on a les outils pour suivre ces populations, mieux comprendre comment on peut aussi piloter par d'autres leviers et les populations pathogènes en favorisant les interactions avec la microflore du sol, le microbiome. Alors on va revenir tout de suite sur ce sujet des interactions du triptyque plante, microbiome, bioagresseur, mais je crois que nous avons quelques questions, Nathalie, du public. On n'a qu'une seule question pour le moment, mais qui vient dans cette première partie de l'interaction sur la définition et les populations de micro-organismes. Donc la question c'est, est-ce qu'on a vu, alors c'est plutôt pour toi Christophe, des différences de niveau de population de micro-organismes entre aujourd'hui et puis ce qu'on aurait pu faire il y a une trentaine d'années? Alors si je comprends bien la question, c'est est-ce que finalement on décrit mieux, on caractérise mieux la diversité maintenant? L'évolution des populations de micro-organismes il y a 30 ans, si on compare avec la situation d'aujourd'hui. Donc plutôt l'évolution de la diversité? C'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Alors, une évolution de diversité. Ça c'est un vaste sujet qui peut être... Alors déjà aujourd'hui, on a en fait la capacité de répondre à cette question, ce qui est relativement récent, et de pouvoir avoir des études à très large échelle spatiale et temporelle. Donc si on a des chronoséquences, effectivement, on peut caractériser. Alors je pense que la réponse, c'est un peu une réponse de Normand, c'est-à-dire qu'il y a des situations effectivement où on a l'impression qu'on a des pertes de biodiversité, d'autres situations où on va favoriser cette biodiversité. Tout va dépendre en fait du contexte écologique, du contexte agronomique dans lequel on va regarder ça. Donc je pense qu'il n'y a pas une réponse unique finalement. Par contre, effectivement, ce qui est important de garder en tête, c'est que ces communautés microbiennes sont très dynamiques dans le temps et dans l'espace, et que finalement, même si à un moment donné, elles vont être, on va dire, en déclin, ou en tout cas, on va avoir une baisse de cette biodiversité, on est capable, en fait, avec un certain nombre de leviers ou de pratiques, de pouvoir les restaurer. Donc tout n'est pas inscrit dans le marbre. Je vais pas revenir sur des polémiques autour les sols sont stériles, etc. On n'a plus de biodiversité parce qu'on a matraqué nos sols. Je pense qu'on n'en est pas à ce niveau-là. Les micro-organismes étaient là avant nous, ils seront là après nous. Et donc je pense que à cette question, voilà, il y a de la dynamique. Il y a des endroits où on observe des baisses de biodiversité, des endroits où on a une augmentation de cette biodiversité. Et les facteurs qui vont jouer sur cette biodiversité sont multiples. Ils sont d'ordre anthropique, mais aussi d'ordre écologique. On a bien compris que ce microbiome interagissait avec les plantes, on a bien compris que ça pouvait avoir un intérêt pour les agriculteurs. Quelles sont, d'une manière générale, les recherches qui sont conduites sur ces interactions entre plantes et microbiomes? Et on l'a évoqué tout à l'heure aussi, le rôle de ces microbiomes dans une forme de protection peut-être par rapport aux bioagresseurs. Christophe Mougel, s'il vous plaît. Alors effectivement, au niveau donc de la recherche, on va dire académique, hein, il y a effectivement un fort engouement et une capacité maintenant à décrire en fait ces communautés de micro-organismes et pas uniquement de qui est présent, mais aussi de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et donc notamment sur des approches très académiques, sur des espèces modèles. Alors on peut citer Arabidopsis thaliana par exemple, mais des systèmes de légumineuses ou de céréales, de monocotes. On a eu en fait des démonstrations au niveau du laboratoire, comme quoi effectivement ces micro-organismes étaient donc recrutés par la plante avec des effets génotypes, on pourra y revenir après, et que le recrutement finalement de ces micro-organismes pouvait modifier en fait le phénotype de la plante, et notamment pas uniquement en termes de croissance et de développement, mais aussi en termes de santé. Donc des micro-organismes finalement qui sont capables de jouer sur l'immunité de la plante, en complément finalement du génome naturel de la plante qui peut elle-même posséder des gènes de résistance, et que donc ces micro-organismes, en modulant l'immunité de la plante, étaient capables de jouer sur le phénotype étendu et donc la capacité de la plante à se défendre contre un certain nombre de bioagresseurs. Et ce qui est intéressant maintenant sur ces fronts de connaissances, c'est qu'on se rend compte que c'est une réponse relativement large, hein, c'est-à-dire que ça ne joue pas uniquement sur des champignons ou des bactéries phytopathogènes, mais ça va pouvoir jouer aussi sur des nématodes, ça peut aussi jouer sur des insectes. Donc finalement, surtout le cortège de bioagresseurs qui est en interaction à un moment donné avec des plantes d'intérêt agronomique. Flora Limache, un petit complément peut-être? Oui, effectivement, j'aurais envie de dire même que parmi le microbiome, on a des agents de biocontrôle, c'est-à-dire ce sont des micro-organismes. C'est une des catégories de produits de biocontrôle qui sont issus de l'environnement et qui sont développés par des entreprises pour être appliqués au champ. Et donc, c'est en quelque sorte des solutions issues du microbiome qui sont développées pour les agriculteurs et qui peuvent être aussi efficaces pour lutter contre des bioagresseurs tels que des maladies ou des insectes ou même des mauvaises herbes.
On reviendra dans quelques minutes sur ces produits de biocontrôle. Juste avant, pour poursuivre sur ce recrutement du microbiome, est-ce que la recherche variétale ne pourrait pas aussi interagir, puisque si une plante est capable de recruter son microbiome, une variété peut peut-être le faire mieux qu'une autre, Claude Momnet? Certainement, toutes les variétés n'ont pas la même aptitude à recruter des micro-organismes. En tout cas, j'ai un exemple en tête sur la tomate. La tomate peut être plutôt dans des conditions tropicales, hein, donc affectée par un flétrissement bactérien. Et le fait de cultiver une variété sensible sur un sol qui a été précédemment cultivé avec une variété résistante va faire qu'elle est moins sensible que si la génération d'avant, elle a été cultivée avec une variété sensible. Autrement dit, et indépendamment du niveau d'inoculum, on constate que les variétés, et selon leur sensibilité ou leur résistance, elles vont moduler, façonner le microbiome de façon différente et transmettre cette structure, enfin en tout cas ces communautés, à la génération suivante. Et on constate un peu la même chose sur le piétin échaudage, où on a constaté que en deuxième année, là où on a un impact du piétin échaudage en monoculture de blé, le niveau de dégâts dépendait de la nature de la variété qui avait été cultivée en première année. Donc on a une dépendance au niveau de la variété qui ont des capacités à donc recruter, façonner le microbiome. Et on a été plus loin puisqu'on a identifié les mécanismes et les micro-organismes, les structures différentes liées aux variétés. Alors je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en gros retenez que les variétés façonnent le microbiome et de façon différente. Donc on peut exploiter ça et ce serait encore mieux si on savait déterminer les gènes qui sont responsables de cette capacité à recruter. Et donc là, on pourrait imaginer de sélectionner des variétés qui ont une forte aptitude à recruter des micro-organismes qui leur sont bénéfiques. Je crois que cette recherche variétale, c'est une partie des travaux qui sont menés dans le cadre du programme Deep Impact. Christophe Mougel, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce programme? Alors, ce qui est important, pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Claude, et ça va faire écho aussi à ce que vous avez dit par rapport à ce qu'on connaît du microbiome et de l'homme, c'est qu'on se rend compte maintenant qu'on a plus de cellules bactériennes en tant qu'humains que de cellules humaines qui nous constituent. Et donc ça, c'est un changement de paradigme qui était assez important, puisque finalement, on se rend compte, ça re-questionne finalement la question de ce qu'est un être vivant en tant que tel. Et que pour les plantes, c'est pareil que pour l'homme. On se rend compte que, alors, sans parler forcément, alors il y a cet aspect de recrutement, mais aussi une fraction de ce microbiome qui est en interaction intime avec l'hôte et qui re-questionne la vision qu'on a de l'organisme ou de l'être vivant en tant que tel. Donc il faut retenir que, comme pour l'homme, une plante, c'est pas uniquement un génome végétal, mais que finalement, c'est un génome végétal qui est en association avec un grand nombre de génomes microbiens qui constituent donc ce microbiote. Et que ça nous re-questionne dans notre capacité à dire finalement, est-ce qu'on sélectionne uniquement sur les gènes d'une plante ou est-ce qu'on sélectionne sur un système en interaction plus ou moins complexe qui est la plante et son cortège de micro-organismes. Et donc là, effectivement, ça pose la question du recrutement, c'est-à-dire comment finalement la plante, quels sont les déterminismes génétiques qui font qu'une plante va sélectionner certains types de micro-organismes au détriment d'autres. Et donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on est capable finalement de voir le déterminisme génétique, on peut imaginer de la sélection variétale qui va être adossée à ça et qui va permettre de sélectionner non pas uniquement une plante adaptée à son environnement, mais la plante et son cortège de micro-organismes qu'elle va être capable de recruter. Et l'ensemble de ces interactions va jouer directement sur le phénotype ou la performance de la plante. Et donc effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites historiquement sur, là encore, des espèces de plantes modèles. Et de plus en plus, on a des transferts finalement de ces questionnements vers la sélection variétale, où, en se disant finalement, est-ce qu'on peut re-questionner une adaptation un peu locale de certaines variétés qui vont être capables, dans un contexte écologique ou pédologique particulier, de sélectionner, de recruter une fraction microbienne qui est présente dans le sol et qui va lui conférer finalement des avantages et qui va directement jouer sur sa performance en termes de rendement et en termes de santé. On a parlé de cet ensemble entre
la plante ou l'être humain est finalement tout son microbiome. L'être humain, il sait prendre des compléments alimentaires, il sait prendre des ferments lactiques pour stimuler son microbiome, pour le nourrir. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour les plantes plutôt que de les laisser se débrouiller tout seuls? Flora Limage, vous avez évoqué ces produits de biocontrôle. Parlez-nous-en un petit peu plus, s'il vous plaît. Oui, donc les produits de biocontrôle, ils visent à protéger les plantes en régulant les populations de bioagresseurs. Ils sont officiellement, il y a une définition officielle en France, dans le code rural, et ils sont regroupés en 4 catégories. Donc déjà, les macro-organismes, donc ce sont souvent des insectes auxiliaires ou des nématodes ou des acariens. On a aussi les micro-organismes, donc ça a été déjà évoqué, le microbiome, voilà, les micro-organismes, donc les champignons, virus, bactéries. Et on a aussi les substances naturelles qui peuvent être d'origine végétale, animale ou minérale. Et puis les médiateurs chimiques qui sont une autre catégorie, qui sont des composés servant à communiquer entre les êtres vivants. Et en agriculture sont surtout développés à l'heure actuelle les phéromones pour la confusion sexuelle. D'accord. Et on parle là de produits mis en préventif ou en curatif? Alors, ils peuvent être les deux. Souvent, on parle de produits préventifs parce qu'ils sont positionnés avant même ou quand il y a peu de bioagresseurs, mais ils peuvent être aussi appliqués, ça dépend du produit et de son mode d'action, ils peuvent être aussi appliqués en curatif pour avoir un effet immédiat sur le bioagresseur. On a aussi des produits par leur mode d'action comme les champignons pathogènes des insectes, il faut qu'ils entrent en contact avec l'insecte, mais ils peuvent d'ores et déjà, une fois qu'ils entrent en contact avec l'insecte, le ralentir. Donc il y a quelques jours, souvent avant qu'ils puissent le tuer, mais voilà, l'insecte peut déjà être ralenti dans son activité. Merci. Et alors, quelle est la différence avec un produit biostimulant? Oui, c'est une différence qu'on essaye de bien expliquer. C'est que le biostimulant, ils sont positionnés sur les stress abiotiques et les produits biocontrôle, c'est sur les stress biotiques, donc causés par des bioagresseurs. Donc que ce soit des champignons pathogènes, des insectes ravageurs ou des adventices. Et les produits de biocontrôle, parmi les catégories que je vous ai citées, micro-organismes, médiateurs chimiques et substances naturelles sont des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle et donc sont régulés, doivent avoir une AMM pour être mis sur le marché. Une AMM? Oui, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'ANSES, l'agence nationale qui est l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations. Sur le plan de l'efficacité, Christophe Mougel, est-ce que concrètement, en expérimentation, vous avez pu tester ces produits et vérifier leur efficacité? Alors, moi directement non. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que, pour reprendre ce qu'a dit Flora, c'est que il y a effectivement un cadre qui doit imposer finalement de bien détailler, documenter les effets. La problématique qui est derrière aussi, c'est qu'on est sur des solutions qui sont plutôt vivantes, souvent, et que donc l'efficacité ou l'expression finalement du bénéfice en conditions naturelles est des fois un peu compliquée parce que cet organisme vivant va être confronté à tous les facteurs naturels qui opèrent. Et donc effectivement, si on applique et qu'il y a une condition de sécheresse par exemple, et ben c'est sûr que comme tout organisme vivant, il va être impacté, donc l'efficacité sera peut-être moindre. Et on a l'impression quand même qu'il y a des fois, ça marche pas, et on a du mal à comprendre, même d'un point de vue un rationnel scientifique, de pourquoi ce qu'on voit qui marche très bien dans des conditions relativement maîtrisées ou contrôlées, des milieux confinés par exemple, c'est là où il y a peut-être les meilleurs succès de solutions de biocontrôle par rapport à de la grande culture, donc où finalement on arrive à maîtriser un certain nombre de paramètres comme le climat, et en grande culture c'est peut-être plus problématique à avoir des effets bénéfiques. Donc ça c'est un premier point. Je voulais quand même revenir sur deux choses. L'aspect nourrir ce microbiome, c'est qu'effectivement la solution d'intervenir avec une solution de biocontrôle où on va intervenir finalement sur le paramètre de santé est un des paramètres de la santé des plantes et de la protection dans un contexte agricole, mais qui a aussi tout le levier finalement de gestion de ce microbiome in situ,
par les pratiques agronomiques, par le choix des variétés, par tout un ensemble de leviers qui vont faire aussi qu'on est capable finalement de le piloter indirectement et de favoriser ou de tenter de favoriser les bonnes populations. Et que dans des situations extrêmes ou dans des problématiques majeures, effectivement, là, il faut intervenir et la solution de biocontrôle est un des leviers qu'on peut mobiliser. Et le deuxième point qu'il faut garder en tête aussi, c'est comme pour les produits phytosanitaires plutôt de synthèse, il y a toute la question des effets non intentionnels ou de qu'est-ce que ça va faire le fait d'apporter massivement une souche de micro-organismes dans un écosystème naturel. Est-ce qu'on va jouer sur les équilibres microbiens qui sont présents? Et je crois que la réglementation évolue aussi pour prendre en compte les effets finalement sur l'écosystème. Est-ce qu'on ne va pas finalement reproduire ce qui s'est passé avec les produits phytopharmaceutiques de synthèse avec des solutions de biocontrôle? Et donc là, je pense qu'il y a encore tout un pan de réflexion à avoir sur ces effets non intentionnels, sur des solutions de biocontrôle. Avec le risque d'une sélection finalement d'un microbiome qui serait a priori positif mais qui pourrait du coup qui pourrait avoir d'autres déséquilibrer effets non intentionnels sur les équilibres microbiens ou sur d'autres facteurs ou d'autres traits qui sont naturellement présents. Oui, pardon Flora. Je voulais juste réagir. Donc effectivement, les effets non intentionnels, il faut les mesurer. Après, souvent les micro-organismes utilisés en biocontrôle sont déjà naturellement présents dans la région européenne ou du moins en France. Après, au niveau de la parcelle, est-ce que la même espèce est déjà présente ou effectivement, quel va être l'effet de ce micro-organisme de biocontrôle apporté sur la microflore locale? Ça, c'est des points qu'il faut effectivement regarder, qui sont, on va dire, c'est déjà une question qui est évaluée dans les dossiers d'homologation, les effets sur les micro-organismes du sol. Mais il faut poursuivre les investigations. Claude Momnet, sur l'expérimentation au champ, alors, nos blés vont-ils mieux, nos orges vont-elles mieux? Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Christophe. La question de ça marche pas et pourquoi, elle est fondamentale parce que même si ça marche pas à 100%, ça marche à 30, à 40% et que c'est régulier, on saura en faire quelque chose, c'est-à-dire l'intégrer dans une stratégie et réduire l'utilisation de phytosanitaires si on peut pas faire de la substitution totale. Donc cette question-là de bien documenter, de bien comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, ça suppose d'avoir des outils pour aller in situ. On parlait des trichodermas, on parlait des bacillus, c'est des choses que typiquement Arvalis est en train de faire, c'est d'internaliser des outils moléculaires pour savoir ce qui se passe quand on a apporté un micro-organisme au champ, non seulement au niveau du genre, mais aussi au niveau de l'espèce, voire au niveau de la souche, puisque quand on parle de biocontrôle, on parle de souche, et de savoir si elle disparaît tout de suite ou si elle se développe et dans quelles conditions elle se développe le mieux. Donc cette boîte noire, les outils moléculaires nous permettre de l'ouvrir. Voilà, donc c'est important si on veut sécuriser l'utilisation du biocontrôle, c'est important de bien comprendre ce qui se passe, c'est très clair. Oui, Christophe, très vite parce que le temps défile très vite. Non, ce qu'on peut rajouter aussi en complément, c'est que, comme le dit Claude, en fait, actuellement, les solutions de biocontrôle, je pense pour des questions aussi de réglementation, sont essentiellement des souches, donc une souche particulière qu'on va utiliser. Et qu'au niveau de la recherche, on se rend compte aussi pour ces questions d'efficacité qu'il faut peut-être mélanger plusieurs organismes entre eux qui vont avoir peut-être des mêmes fonctions, mais qui vont avoir aussi des fonctions complémentaires. Et le fait d'avoir différentes espèces qui portent une même fonction, l'expression de cette fonction, elle peut être variable en fonction du contexte écologique. Et donc, on peut aussi arriver à améliorer finalement les efficacités en jouant sur des combinatoires un peu comme ça. Et ça, c'est tout un pan de recherche à l'heure actuelle sur des consortia microbiens qu'on va être capable de reconstituer et qui peuvent être des solutions de biocontrôle de demain, où on sera plus sur une souche, mais peut-être sur un mélange de souches qui vont apporter des propriétés complémentaires. Certainement plus efficace, plus résilient, plus polyvalent. Reste la question de l'homologation. Homologuer une souche, c'est compliqué, mais alors une communauté, je ne sais pas, Flora? Eh bien, la question a déjà été posée plusieurs fois de la part de différents acteurs. On l'avait même posée à l'ANSES à une réunion du consortium biocontrôle qui avait répondu, effectivement, la réglementation ne le prévoit pas. Elle le prévoit souche par souche. Cependant, il faudra bien qu'ils se tiendront prêts à l'évaluer, mais il faudra être force de proposition pour leur dire comment évaluer, pour leur proposer des solutions pour les évaluer, parce que la réglementation n'est pas prévue pour l'instant. Est-ce qu'il y a des modes d'action ou d'application de ces produits qui sont plus utilisés, plus ou moins utilisés, ou pistes en tout cas qui sont
Oui, il y a beaucoup de produits de biocontrôle qui sont appliqués en foliaire, des substances naturelles ou des micro-organismes. Il y a aussi des modes d'application au sol, par exemple pour les micro-organismes ou substances naturelles. Les micro-organismes aussi, ils figurent parmi la plupart des traitements de semences en France. Donc il n'y a que quelques traitements de semences de biocontrôle. Et il y en a, la plupart sont à base de micro-organismes. Et les médiateurs chimiques, eux, ont des modes d'application un peu spécifiques par des diffuseurs passifs ou actifs ou par des microcapsules. Et les macro-organismes, on en a peu parlé, mais ils peuvent être appliqués par des drones, par exemple. Donc il y a vraiment différents modes d'application. Et il y a aussi l'innovation vient aussi des modes d'application qui vont être développés aussi. Et ces macro-organismes peuvent avoir un effet sur le microbiome, peut-être pas uniquement de celui du sol, si je comprends bien, du coup, Claude Momnet. On peut introduire des facteurs favorables à un microbiome positif pour la plante uniquement par le sol, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres espaces à explorer ? Jusqu'ici, on est plutôt sur des pulvérisations de micro-organismes. Donc, en tout cas, je parle pour les céréales. Mais si on se projette et de façon un peu intuitive, on se dit qu'au-delà du sol, la pulvérisation sur les végétaux, on pourrait imaginer de travailler sur les semences et utiliser les semences comme un vecteur. Et là, j'ai envie de rappeler des travaux qui sont faits en Chine. On parlait tout à l'heure de variétés, en disant une variété, c'est son génome, c'est le cortège de micro-organismes qui lui est associé. La semence, c'est un peu pareil. Donc, en Chine, ils ont travaillé une même variété avec des provenances de 4 régions très différentes de Chine. Et ils ont constaté que pour le même génome, la même variété, les semences avaient des aptitudes à résister à un pathogène qui s'exprime en début de cycle, très différentes. Et en étudiant le microbiome de ces communautés, ils ont identifié quelle était la bactérie responsable. Donc ça ouvre une porte en disant pourquoi ne pas introduire un micro-organisme aussi par la semence. Et là, de la Chine, je vais en Autriche. Il y a des équipes autrichiennes qui ont commencé et qui ont démontré qu'on pouvait modifier, ou en tout cas introduire un micro-organisme dans le microbiome de la semence. Alors c'est très élégant parce que vous l'appliquez à la floraison sur le porte-graines. La bactérie ou l'agent de biocontrôle s'installe, et en plus, il s'installe durablement, c'est-à-dire qu'il fait partie de la communauté microbienne de la semence, donc il est protégé pendant son stockage, et il va s'exprimer au moment de la culture suivante. Et on a montré que sur du maïs ou sur du blé, on pouvait modifier la croissance, on pouvait modifier la date de floraison d'un blé, on pouvait modifier le nombre d'épis. Donc on a aujourd'hui, en tout cas en termes de démonstration de concept, qu'on peut aussi utiliser la semence comme un vecteur. Encore beaucoup de choses à explorer. Ouais. Alors, et sans aller jusqu'en Autriche, on a des collègues INRAE à Angers, par exemple, qui travaillent sur ce microbiome des semences-là et qui effectivement sont dans le même ordre d'idées, en fait, de pouvoir utiliser vraiment la semence comme vecteur, finalement, d'un bon microbiome qui va directement jouer sur la génération N+1, la génération d'après, quand on va ressemer ses graines, en fait. Il n'y a plus de questions. Je crois qu'on a fait un tour pas du tout exhaustif parce que la question est tellement vaste que ça aurait été compliqué en 45 minutes, mais on a déjà bien défriché le terrain. On s'aperçoit que le champ des possibles paraît immense et c'est très stimulant. Je vous remercie tous les trois de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci au public pour sa participation.